C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, incontestablement, le coronavirus fait la manchette des principaux quotidiens israéliens, avec en particulier la saga de ce fameux paquebot bloqué au large des côtes japonaises qui semble être devenu en quelques jours un immense terrain de propagation de l'épidémie avec de plus en plus de cas recensés. Et cette croisière de loisirs et de détente est en passe de devenir un véritable cauchemar pour plus de 3600 passagers, dont, il faut le souligner, une quinzaine d'Israéliens bloqués sur le paquebot du Corona, titre le Yediot Aharonot sur plus de la moitié de sa première page, et le journal illustre ce titre avec la photo de deux Israéliennes qui sont sur ce paquebot, le bateau du Diamant, c'est son nom, et qui sont bien obligés d'être masqués. Nous sommes obligés de prendre notre température 3 fois par jour. Nous ne recevons de la nourriture que de manière stérile, et c'est nous qui nous changeons nos draps alors que lorsque nous quittons notre chambre, nous devons rester à 2 mètres d'écart les uns des autres, ont affirmé ces deux Israéliennes. Donc, au Yediot Aharonot, le journal indique que 137 passagers de cette croisière, donc du cauchemar, ont déjà contracté le coronavirus, et l'on craint que l'une des passagères israéliennes ait aussi contracté. Sur les pages 2 et 3, le Yediot fournit un article très détaillé sur la situation à bord de ce paquebot contaminé, un paquebot qui fait également la une et la manchette du Israël Hayom. Les Israéliens à bord du paquebot demandent à être acheminés vers Israël afin d'y être mis en quarantaine. Selon les sources chinoises, le nombre de morts chinois devrait franchir le seuil, ou a franchi le seuil du millier, et le Israël Hayom, lui, a choisi d'illustrer cette dégradation en nous montrant une photo du président chinois donnant l'exemple et portant lui-même dans ses déplacements un masque de protection. Quant à Ran Reznik, qui est probablement le journaliste israélien le plus célèbre sur le plan médical, il écrit ce matin un éditorial sur ce qu'il appelle la diplomatie de la lutte contre l'épidémie. En page intérieure du Yediot Aharonot, le journal insiste sur le fait que l'on a constaté une baisse de 55% des réservations de touristes israéliens vers la Thaïlande. Et une autre donnée impressionnante qui prouve l'impact mondial de cette épidémie, on recense une baisse de 40% des déplacements en avion à travers le monde, et ce de crainte de contracter justement le virus durant les vols commerciaux. En Israël, on constate seulement pour l'instant une baisse sensible des recherches de vols en direction de l'Asie et même de l'Europe. Et puis le Israël Hayom indique que les chercheurs à travers le monde tentent de trouver le vaccin qui pourrait neutraliser et stopper cette épidémie. Le journal nous explique que dans le cadre de ces recherches intensives, une douzaine de brevets israéliens nouveaux ont été déjà enregistrés. Le coronavirus fait donc ce matin la une des quotidiens, mais sur le plan diplomatique, le développement le plus important de ces dernières heures, c'est incontestablement la décision probable des Palestiniens. La décision des Palestiniens, depuis elle a été apparemment confirmée, de retirer leur demande de résolution contre le plan de paix de Donald Trump de l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil devait en effet débattre aujourd'hui en présence de Mahmoud Abbas de ce plan de paix qui devait dans l'absolu être critiqué massivement par une majorité de pays membres, mais c'était apparemment sans compter sur la détermination et les pressions des Américains et des Israéliens qui ont orchestré un véritable blitz diplomatique, nous expliquent les journaux, auprès de chacun des membres du Conseil. Au bout du compte, un haut responsable palestinien a reconnu auprès de journalistes israéliens qu'une telle résolution n'obtiendrait pas la majorité au sein du Conseil. Le Israël Hayom parle de revers diplomatique palestinien à l'ONU et de rappeler que dans un premier temps, Mahmoud Abbas avait dû nuancer déjà au début de semaine cette résolution, les termes de ces résolutions qui étaient très critiques envers les Américains. Mais apparemment, cela n'a pas suffi. Et au bout du compte, le Raïs palestinien a dû récupérer le texte de la résolution afin d'éviter que l'affront qu'il ne soit repoussé. Ce haut responsable palestinien, cité par le Israël Hayom, a également affirmé que sur les 15 membres du Conseil de sécurité, à l'exception des Américains qui, de toutes les manières, avaient l'intention de voter, d'opposer leur veto, apparemment, les Palestiniens n'ont réussi à obtenir le soutien que de 5 pays parmi les 14 membres du Conseil de sécurité. Mais attention, le journal cite également Saeb Arikat, le négociateur en chef des Palestiniens, qui, depuis de longues années, occupe, on va dire, cette fonction de négociateur. Il dément, lui, ces développements et affirme que les Palestiniens
ont toujours l'intention de déposer leur résolution sans en retirer quoi que ce soit dans le texte donc de cette résolution. La chaîne libanaise Al-Madine a affirmé que Mahmoud Abbas faisait actuellement l'objet de pressions très intenses de la part des pays membres du Conseil, donc afin qu'il retire cette résolution qui donc entre-temps a été bel et bien retirée. Bien évidemment, ce développement satisfait pleinement les Israéliens et les Américains au sein de la délégation israélienne à l'ONU, conduite par Danny Danon. On se frotte les mains et l'on confirme que c'est bel et bien là le résultat de pressions conjointes avec les Américains. Autre développement possible, dans la conjoncture actuelle, la conférence de presse commune que devraient donner ensemble Mahmoud Abbas et Ehud Olmert pourrait bien être annulée. Cette fois, ce sont les Palestiniens qui pourraient accorder beaucoup plus d'importance à sa tenue et au soutien que l'ancien Premier ministre israélien leur accorde. Les quotidiens israéliens nous indiquent en marge que dans l'entourage de Benyamin Netanyahou, on continue à envisager malgré tout l'instauration de la souveraineté israélienne sur au moins une partie de la Judée et de la Samarie ou sur la vallée du Jourdain avant même les élections du 2 mars. Mais cela semble tout de même peu probable. Hier, lors d'un meeting électoral, Benyamin Netanyahou a reconnu qu'il n'agira qu'en étroite concertation à ce sujet avec l'administration Trump. L'ensemble des quotidiens israéliens reviennent ce matin sur l'étonnante séance extraordinaire de la Knesset qui s'est tenue hier, une séance réclamée par le Parti bleu-blanc pour débattre du regain de tensions sécuritaires constaté en fin de semaine dernière, mais une séance qui de facto s'est transformée en une véritable joute électorale sans merci entre Benny Gantz d'un côté et le ministre israélien de la Défense Naftali Bennett de l'autre. À noter d'emblée que le Premier ministre Netanyahou n'a pas participé à ce débat, mais ce qui est constaté en évidence ce matin par la plupart des quotidiens israéliens, c'est le fait qu'après avoir fustigé Netanyahou dans son discours, Benny Gantz a tout simplement quitté l'hémicycle du Parlement avec les députés bleu-blanc sans même prendre le soin d'écouter l'allocution de réponse de Naftali Bennett au nom du gouvernement, ce qui a permis à Bennett de lancer. Gantz s'est enfui et aujourd'hui, comme il s'est enfui il y a plusieurs années durant l'opération Bordure protectrice, et Gidon Alon, qui est l'expert parlementaire de Israël Hayom, affirme que le leader de Bleu-Blanc a hier à la Knesset marqué un but contre son camp. Le Yediot Ahronot, lui, parle de drame en plein air, mais il préfère se focaliser sur la tension qui règne entre Benyamin Netanyahou et le parti Yamina. Au sein de Yamina, on affirme en effet que, comme l'avait fait Netanyahou lors des dernières élections, eh bien celui-ci a décidé de ponctionner des voix de ce parti qui rassemble les tendances différentes au sein du sionisme religieux. Le reproche est clair, au lieu d'aller chercher des voix au sein du Parti bleu-blanc, le Premier ministre préfère affaiblir le bloc de droite, dit-on donc à Yamina. Toujours en perspective des élections, le Maariv nous explique que Benyamin Netanyahou envisage de plus en plus sérieusement de nommer au poste de ministre des Finances l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, en remplacement de Moshe Kahlon, qui termine ces jours-ci sa carrière politique. On estime en effet qu'une telle nomination pourrait précisément attirer une partie de l'électorat nationaliste modéré, qui a beaucoup de proximité avec l'ancien maire de la capitale. Et puis le Haaretz, lui, se penche sur une déclaration faite hier par le président de l'État, Reuven Rivlin, devant le forum des officiers supérieurs de Tsahal et devant le chef d'état-major de l'armée israélienne. Si vous avez des critiques, exprimez-les sans crainte, et ce, en dépit des pressions qui peuvent être exercées par les politiciens, dit donc le président israélien. Puis nous terminerons ce survol de la presse par deux titres qui figurent tous deux en dernière page du Yediot. Le premier, c'est une photo qui fait honneur à Israël, puisque c'est celle de Gal Gadot, notre Wonder Woman israélienne, qui a remis un Oscar lors de la cérémonie historique au cours de laquelle le film sud-coréen Parasite a été plébiscité. Et puis le deux derniers titres de ce matin se rapportent au froid qui a enveloppé Israël au cours des 2 derniers jours. Le journal a choisi de l'illustrer en nous montrant une photo du plateau du Golan recouverte d'une fine couche de neige. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.